suis David B. Je suis auteur de bande dessinée depuis pas mal de temps. Je suis entre autres un des fondateurs de l'association, et où j'ai fait un livre qui s'appelle L'Ascension du Haut Mal, un livre autobiographique. Sinon, j'ai fait beaucoup de choses, soit comme scénariste, soit comme scénariste et dessinateur. Voilà, et là, je publie donc cet livre d'Alix en tant que scénariste avec Giorgio Albertini. Moi, je suis Giorgio Albertini. J'ai une biographie un peu plus complexe de David. Je suis une historienne, un archéologue. Je travaille beaucoup dans l'archéologie, dans l'histoire. J'écris des essais d'histoire et j'ai publié beaucoup de livres sur l'archéologie, et aussi je travaille pour l'archéologie aujourd'hui. Dans l'archéologie, j'ai fait un travail particulier que c'est de désigner des sites archéologues. C'est un travail de fine fouille, de la fin de la fouille, où j'ai reconstitué les structures architectoniques archéologiques. Et bien, je m'occupe d'histoire. Je m'occupe d'histoire aussi avec la bande dessinée. J'ai travaillé comme scénariste dans la bande dessinée. J'ai fait 4 tomes avec des cours d'une série qui s'appelle Chrono Squad, que c'est sur les voyages dans les temps, et c'est un moyen pour parler aussi d'histoire. Et voilà, mais maintenant j'ai fait un bande dessinée comme dessinateur avec David B. Oui, c'est une passion. J'ai toujours lu de la bande dessinée, surtout de la bande dessinée française, qui par un italien c'est pas évident. Et oui, je ne sais pas comment, mais je suis terriblement tombé amoureux de la ligne claire, donc depuis Tintin et comme ça, j'ai un rapport très fort avec la bande dessinée française, et donc pourquoi pas ne pas utiliser cet moyen pour faire de toute façon de l'histoire, ou parler d'histoire, pas vraiment faire de l'histoire. Donc c'est ça. Et les rapports forts, c'est que je suis un dessinateur, donc dessiner pour l'archéologie ou dessiner pour la bande dessinée, c'est pas comme ça loin. C'est vrai que j'essaie de terminer des livres que j'ai commencé il y a un certain temps. Qu'est-ce que je pourrais dire? Là, je suis en train de... le livre sur lequel je suis en train de travailler, c'est Babel, qui était sorti chez Vertige Graphique, mais qui va être repris à l'association. Et c'est un retour à l'autobiographie, et c'est une sorte de suite de l'Ascension du Haut Mal. Sinon, j'avais les Complots Nocturnes qui étaient sortis chez Futuropolis, que l'association reprend aussi et qui sera complété, que je voulais faire un livre sur 10 ans de rêve en fait. Et donc là je le compléterai et sortira une version complète de ça. Non, sinon j'avais pas d'autre chose. Si, à l'association il y a les incidents de la nuit, donc je vais travailler sur le 3e. J'ai commencé, mais je peux pas non plus tout faire en même temps, parce que c'est reposant de passer d'un sujet à l'autre. Et puis être scénariste pour quelqu'un, c'est reposant aussi, parce que du coup on n'a pas le problème du dessin, on le confie à quelqu'un d'autre. Et ça c'est agréable. Puis oui, je crois que c'est comme ça. En même temps, j'ai des thématiques qui reviennent dans chacun de mes livres, même s'ils sont très différents les uns des autres. C'est difficile à répondre parce que pour moi c'est tout naturel. Donc en Italie vient de sortir un roman maintenant que j'ai écrit, donc je pense que c'est une façon de raconter des histoires, donc c'est pas important les moyennes. En effet, moi et aussi David, on est des dessinateurs, donc on peut utiliser cette moyenne qui pour qui désigne, c'est tout naturel, mais aussi l'écriture, ça vient, et c'est comme ça, c'est difficile de retrouver un principe original
originale de ça. Ça vient surtout de l'habitude à fréquenter différents moyens d'expression. Les romans, les essais, les BD. Non, c'est souvent la question des rencontres, en fait, pour moi. C'est des gens qui m'ont dit ah j'aimerais bien faire un truc avec toi et tout et voilà quoi, ça se fait comme ça. Donc moi j'écris. En général je demande à la personne mais qu'est-ce que tu as envie de faire. Alors avec Christophe Blain il m'a tout de suite dit bah je voudrais faire un western. Après quand j'ai travaillé avec Hugues Micol il voulait faire un western aussi. Moi aussi. Et oui. Giorgio m'a dit bah voilà il y a la possibilité de faire un Alix. Après, là, j'ai un projet avec Éric Lambé, un dessinateur belge. Donc, bon, le projet a pas mal évolué, tout ça, et c'est pas très bien. Il voudrait que je lui propose quelque chose. Mais souvent, quand je rencontre un dessinateur, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as envie de dessiner? Il faut partir de ça. Et je veux que le dessinateur ait un plaisir à dessiner ce qu'il a envie de faire, pas de lui amener un truc qui risque de l'ennuyer, voilà. Donc partir du plaisir que le dessinateur aura à faire quelque chose. Et après, je m'adapte. Tout est né quand Benoît Mouchard, le directeur de Casterman, est venu par hasard chez mon atelier et on ne se connaît pas. Il a vu mon dessin archéologique et il a dit ah ça c'est parfait pour Alix. Et donc sur cette chose-là, je dis bah c'est une blague non pas absolument. Et donc je commence à penser et je pensais que c'était l'occasion pour faire quelque chose avec David qui c'est mon ami et on cherchait quelque chose à faire ensemble et donc voilà c'était l'occasion. C'est difficile parce qu'il y a différentes versions parce que Benoît il dit que c'est moi qui a sollicité et moi j'ai l'impression que c'est lui qui a un peu sollicité mais donc c'est pas important. La question c'est que on a pensé de faire quelque chose je dis pas de différent mais un peu nouveau sur Alix et surtout pour moi l'idée c'était de mettre un scénariste quelqu'un qui s'était pas du tout non mi viene il termine, cioè qualcuno che non era pensabile per Oui, c'était quelque chose d'impensable. Oui, d'impensable sur Alix et pour ça David c'était la personne qu'il faudrait pour ces projets et je pense que cette chose c'est la chose qui a convaincu Casterman pour les projets. Et l'hasard c'était comme ça importante che ha dovuto che è stato messo per i 70 anni. Oui, c'est ça qui a fait que pour les 70 ans, ils se sont dit, bah tiens, ça peut faire un album particulier d'avoir un dessinateur comme Giorgio et un scénariste comme moi. Ça permettait de justifier cet hommage aux 70 ans d'Alix. Ce serait plutôt entre la Tiare d'Oribal et autre chose. La numération d'Alix, en effet, il n'y a pas une chronologie stricte. Donc, Alix passe les saisons de sa vie entre sa jeunesse et la mort de César sans une chronologie précise. Donc, on a décidé de retourner dans une façon graphique qui, à moi, personnellement, me plaît beaucoup. Donc, je pensais que c'était l'occasion de retourner un peu à l'origine des dessins de Martin pour reprendre des chemins qui s'étaient un peu perdus de son histoire. On s'en inspire forcément, c'est surtout qu'on l'a beaucoup lu étant enfant et adolescent.
C'est une bande dessinée que tous les deux on appréciait énormément. Enfin, j'aurais pas repris un truc qui m'était indifférent ou que j'aimais pas de toute façon. Donc, et forcément, en devant écrire ce scénario, j'ai relu tous les Alix de Jacques Martin pour voir quel était son univers, quoi, comment fonctionnaient les personnages, comment ils parlaient, quelle place ils avaient les uns par rapport aux autres. Je me souvenais plus de tout. Donc non, il faut de toute façon une certaine fidélité. Après, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'Alix, il est difficile à faire évoluer comme personnage. Il est vraiment toute une pièce. Et que c'était plus intéressant, plutôt que de casser son image, de faire évoluer les personnages autour de lui, qui sont beaucoup plus malléables, disons. Notamment Enac, qui n'a pas un grand rôle chez Jacques Martin. Là, je me suis dit, ce serait intéressant de le faire sortir un peu et de le faire réagir. Autant Alix, il est toujours sur son quant à soi, autant Enac, j'essaye de... Enac, c'est le personnage qui dit ce que Alix n'a pas envie de dire, ou n'ose pas dire, ou ne peut pas se permettre de dire. C'est un peu ça. Et puis en même temps, ça sert, ces dialogues, ces échanges qu'il peut avoir, servent à faire avancer l'histoire aussi, justement. Révolutionner, c'est sans doute un bien grand mot. Après, on a apporté des choses qui viennent de notre personnalité aussi. C'est vrai qu'une chose que disait Giorgio, c'est que la nudité à l'époque, c'était quelque chose de naturel, c'était quelque chose qui était beaucoup plus présent. La violence aussi. La violence, ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas dans les livres de Jacques Martin, mais elle était plus diffuse peut-être. Là, ça se termine par une bataille, qui est une bataille historique, et on s'était dit, tiens, à part dans la Tierre d'Oribal, Alix, il participe jamais à une bataille vraiment. Et c'était intéressant de le mettre justement au cœur d'un combat comme ça, où tout d'un coup il va porter un costume différent que l'Éternel. Ça aussi c'est quelque chose que je voulais changer, je voulais qu'il change de vêtements. Dans tous les livres, il a toujours sa toge rouge là, et là il a sa toge rouge au début, et puis il a sali pendant un combat, il y a un des personnages féminins qui lui apporte un autre vêtement, et puis après il se retrouve tout nu, et puis après on lui donne un vêtement militaire, enfin etc. etc. Après pendant le combat il doit porter une armure évidemment. Je voulais qu'il y ait ce côté un peu réaliste, où que ce soit pas comme au cinéma où c'est pareil, en général le personnage doit toujours être identifiable, donc quand on le met dans un combat, il est comme il est d'habitude, comme s'il était en civil, alors que tous les autres sont en armure. Mais là, il porte un casque. Le langage de la bande dessinée et de la narration, c'était évolué depuis Georges Martin, donc inévitablement, quelque chose doit changer dans les scénario de David. Il y a des pages presque muettes, et donc une chose qu'effectivement dans Jacques Martin il n'avait pas, et on s'est dit il faut arriver aujourd'hui avec la narration, si nous voulons comme ça être un peu plus moderne, simplement. Oui, je crois qu'il y a une référence chez Jacques Martin. Je crois qu'il y a beaucoup le monde souterrain est très présent. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai repris de lui. Des David, la nuit. Ouais. En effet, nous avons 27 pages des nuits ou des monstres souterraines, donc c'est plus de la moitié de l'album. Et puis sinon, oui, il y a ces statues. Les statues sont très présentes aussi dans l'univers de Jacques Martin, que ce soit en décor ou que ce soit par exemple comme dans Le Dieu sauvage, où la statue est un des personnages du livre d'une certaine façon. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai relu les livres et que j'avais envie d'utiliser. Et en même temps, le fait qu'il y ait
pas forcément les souterrains sous les temples, mais en tout cas ces sortes d'archives du temple qui sont gardées et les statues qui sont gardées, c'est quelque chose qui se pratiquait effectivement. On gardait les vieilles statues, les morceaux et tout ça parce qu'ils étaient considérés comme ayant une certaine sacralité et on voulait pas s'en débarrasser en les jetant aux ordures. Donc j'ai utilisé, alors là j'en ai fait un espèce de truc, comme il y a plusieurs temples qui se côtoient, j'en ai fait un truc absolument gigantesque. C'est comme la bibliothèque François Mitterrand, et du coup il y a des statues partout, mais c'est quelque chose qui était réel. Oui. On a discuté, oui, sur les pitchs, sur l'histoire, et puis David il s'est mis à écrire. Et il a fait les scénarios, mais les scénarios de David c'est un storyboard, tout à fait, c'est pas un scénario écrit, et donc il y avait une grande part dessinée par David sur les storyboards, que c'était intéressant de voir parce que pour moi c'est vraiment un travail exceptionnel qu'il faudrait les publier parce que c'est très intéressant de voir les Alix de David. Et puis sur les storyboards, j'ai dessiné la part des dessins, oui, je faisais les pages et puis je les envoyais à David pour les vérifier, oui, les valider. Oui, c'est pas vraiment mon premier BD, j'ai déjà fait des BD comme dessinateur, comme auteur pour, je ne sais pas, pour Pandora, pour Papier del cours. Et puis en Italie aussi, j'ai fait des choses. Mais effectivement, ça c'est une expérience un peu plus compliquée parce que on est sur les chemins d'un des grands auteurs de la bande dessinée franco-belge, et donc, oui, c'était pas vraiment facile. En effet, il y avait beaucoup de différences entre les premières pages et les dernières pages, parce que les premières pages, je prenais une semaine plus ou moins pour une page. À la fin, un peu pourquoi nous avons eu des nécessités pour faire sortir l'album dans le cadre de la festivité. À la fin, je faisais une page en 2 jours. Donc, je suis entré en syntonie avec les dessins de Jean Martin. J'espère. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Non, ça a évolué. Oui, ça, il n'y a eu aucun problème là-dessus. Oui. Les héritiers de Jacques Martin ont été très pointilleux sur le dessin, mais sur le scénario, ils nous ont absolument pas mis de bâton dans les roues. Non. On a fait ce qu'on a voulu. Bon, je crois qu'ils étaient contents. Oui. Ça avait l'air. On les a rencontrés là à Bruxelles, tous les deux. On les avait. Oui, on avait croisé sa fille à Angoulême. Et bon, sa fille est pas très disserte, mais son fils était plus volubile. Je crois qu'il était très très content, oui. Oui, tous les deux sont été très satisfaits. On en parle, oui. Là, les gens de la rédaction de Casterman, le premier leur a beaucoup plu apparemment, donc ils nous ont tout de suite demandé si on serait d'accord pour en faire un deuxième. Et on a dit oui, a priori, on doit en discuter. Nous avons des choses on a quelques idées, tout ça. Voilà. Des choses à dire, des personnages des personnages à développer. On nous a beaucoup demandé à ce que le personnage de la géante revienne. Enfin, les lecteurs qu'on a vus là en Belgique étaient très frappés par ce personnage et ils nous ont demandé à ce qu'il revienne. À ce qu'on en fasse un deuxième et à ce qu'il revienne. Donc voilà, on est obligé de le faire. Oui, je pensais le replacer à nouveau. Oui. Bassès, c'est un peu Orlik et il faut travailler sur ça parce que en effet c'est un personnage qui a beaucoup de possibilités, donc oui, Bassès c'est bien.
Oui. Bah, c'est un personnage qui surtout à cette époque-là du cycle d'Alix, il est très présent. Il disparaît après, mais c'est un moment où il est très présent, donc on a tout intérêt à l'utiliser, à mon avis. Oui. Pourquoi pas? Bah, justement, avec Enac, c'est plus facile. Donc oui, il y a plein de possibilités, justement, de ce côté-là, ça c'est certain. On a découvert, grâce à Valérie Mangin et Alix Sénateur, qui, soit Alix, soit Enac, il avait des fils, donc des enfants, donc on peut imaginer qu'il y a une évolution dans ce niveau-là. Et bien, en effet, pour placer devant Alix une femme, on a dû chercher une géante, quelque chose qu'il ne pouvait pas manquer. Il ne pouvait pas être différent, Ouais. indifférent. Parce qu'en général, il s'arrange toujours pour passer à côté des histoires potentielles. On a l'impression qu'il a peur. Enfin, moi, je le vois comme ça. On a beaucoup dit que, en fait, il est homosexuel et tout ça. Moi, je le vois plus comme quelqu'un qui a peur des femmes. Et à chaque fois, il évite. Il veut pas voir ce qu'on lui propose. Il veut pas répondre. Et donc là, le fait de lui mettre une géante devant lui, il pouvait pas la rater. Donc voilà. Et en effet, sur cette chose de l'homosexualité, il n'y a pas raison de les voir comme on voit l'homosexualité dans les mondes anciens. L'homosexualité, c'est une chose complètement différente. La sexualité, oui, elle est complètement différente. C'est-à-dire, elle est acceptée sur un autre mode que maintenant, et elle est décriée d'une autre façon. C'est pas du tout la même chose. L'homosexualité, elle est courante, mais elle doit se. C'est une question. Romans, c'est une question de classe en fait. Elle est acceptée si on respecte les règles de sa classe. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est une question de passivité et d'être actif ou passif. C'est-à-dire, si on est un homosexuel actif, il n'y a pas de problème, on est accepté. L'esclave, il est forcément passif, et le maître, il doit être actif. Si un maître est un homosexuel passif, là, ça va pas du tout. On respecte pas les règles de la. En effet, on a cherché aussi de parler beaucoup d'esclavage. Parce que la société romaine, c'est une société esclaviste, et donc il faut pas, c'est nécessaire d'en parler. Alix, c'est en certaine façon anti-esclaviste, un peu anachronique, si nous voulons, mais c'est lui, c'est le personnage, et donc il faut traiter l'argument. L'esclavage était quand même extrêmement important. Il y avait énormément d'esclaves. Il y en avait partout. On marchait dans la rue, on butait sur des esclaves. Et bon, c'était pas forcément l'esclavage où les types étaient fouettés continuellement et tout ça. Toutes les servantes, tout ça, c'était des esclaves. Les esclaves pouvaient aussi devenir très riches. Il y a d'esclaves, d'esclaves. Ouais. Donc, c'est un monde complexe qui, si nous parlons de l'Antiquité, il faut bien sûr l'affronter. C'est déterminant pour les mondes romains. Et c'est vrai après que bon, Alix là-dedans, qui à chaque fois qu'il voit quelqu'un traité comme un esclave, réagit très mal. C'était une réaction qui n'existait pas à l'époque. Je pense qu'on a commencé à voir avec l'apparition du christianisme. Mais c'était bon à l'époque. Moi, j'avais écouté une historienne qui parlait de ça, justement, qui disait que le monde romain, c'était un monde comme nous, on peut pas l'imaginer, quoi. On doit laisser de côté toute notre éducation chrétienne pour pouvoir imaginer le monde romain. Forcément, ça serait pas mal pouvoir entrer dans la tête de Jacques Martin pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il
il voudrait faire, avrebbe voluto fare così. C'est ce qu'il aurait voulu faire. Il aurait voulu faire avec Alix. J'aurais bien aimé voir dans la tête d'Hugo Pratt. et, et pour voir quoi, je sais pas, voir tout justement, voir l'adéquation entre ce qu'il a pu voir, parce que j'ai l'impression, bon, il a vécu des choses, il a passé une jeunesse en Afrique, il est revenu en Italie, et quelle pouvait être la façon dont ça a pu influencer son travail justement. D'où peut venir son travail et la poésie qu'on trouve chez lui par moments. Alors, c'est un truc qui m'a vraiment touché quand j'étais adolescent justement. Bon, j'ai été touché par Jacques Martin que j'ai lu, mais après quand je suis passé à un autre genre de bande dessinée, je crois que c'est Hugo Pratt que j'ai lu en premier, que je lisais dans Pif, et où les histoires m'ont touché parce que c'était justement complètement différent, où il y avait cette utilisation précisément du silence qui était très marquante.